Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un livre que j'ai récemment lu et qui m'a vraiment retourné le cerveau, super intéressant. Et petite dédicace d'ailleurs à Amine qui me l'avait conseillé il y a 3 4 ans déjà. Et à l'époque je lui avais dit ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et je suis tombé dessus récemment et vraiment je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt, donc désolé Amine de ne pas l'avoir lu plus tôt. C'est un livre qui s'adresse aux développeurs qui peut-être entendent parler de manière lointaine euh, de la programmation fonctionnelle et qui savent, et qui veulent pas trop la mettre en place. Et donc j'en entends parler, j'essaie, de faire de la programmation fonctionnelle de temps en temps. Euh, et vraiment en lisant ce livre, ça a été limpide. Donc ce livre, c'est Grokking Simplicity de Eric Normand. Donc il n'est pas forcément récent, il a quelques années, mais ça fait, ça m'a permis d'avoir une bonne dose de rappel. Et vraiment, si vous êtes développeur avec 1 ou 2 ans d'expérience, lisez ce livre, c'est un incontournable. Ça va éclaircir et ça va vous faire prendre de la hauteur et de l'abstraction sur votre code. Parce que vous allez voir, c'est très pragmatique. Et il y a énormément d'exemples qui permettent d'amener des concepts qui sont très abstraits. Donc vraiment, je vous invite à lire. Et si vous êtes un développeur plus expérimenté, je vous invite de temps en temps, tous les 3 4 ans, de venir vous rafraîchir la mémoire. Bon allez, j'ai suffisamment présenté le livre. Je passe au contenu. Bon, l'idée, bah, ça va être de rester concentré. Il y a plein de choses. Je ne vais pas passer en revue tout le livre. Je vais simplement m'attarder sur quelques éléments qui m'ont semblé vraiment importants. Et bien évidemment, je ne peux que vous recommander d'acheter ce livre-là. Donc, rapidement, qui je suis? Donc, je suis euh, un CTO curieux. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux, hein, que ce soit X, Twitch, Medium ou via une newsletter que j'anime toutes les semaines, maveille.substack.com, où je partage tout simplement ma veille. Le nom est assez explicite. Et voilà, je m'attarde pas trop. Donc du coup, le programme de cette vidéo, ça va être de passer en revue une grosse partie du livre, en tout cas les parties qui m'ont semblé les plus importantes à partager. Donc petite introduction dans un premier temps. Ensuite, on va s'attaquer à la partie 1 qui va se concentrer sur 3 concepts fondamentaux, les actions, les calculs et la donnée. Et on verra ensuite dans une deuxième partie les classes, les abstractions de première classe. Je suis pas sûr de la traduction. Ah oui, pardon, je m'excuse. Donc, les slides sont en anglais parce que bah, je me suis inspiré, je suis parti du livre qui est totalement en anglais. Donc, il y aura de temps en temps des traductions un peu bancales, un accent parfois médiocre, mais voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Euh, le plus important, c'est que le fond soit présent. Alors, plus en détail, donc, on va étudier dans la première partie de l'introduction, donc rapidement, qu'est-ce que la fonctionnation? Ouais, décidément, qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? Ça va être très rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, voilà, ça va permettre de poser le contexte. Partie 1, donc action, calcul et données. Donc, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que les actions, comment on va pouvoir extraire des calculs de nos actions. On va parler un peu de design, on va parler d'immutabilité et on parlera de design stratifié. Ça, c'est la première partie. Dans la seconde partie, on parlera donc des abstractions de première classe avec les fonctions de première classe et on présentera 3 fonctions de la programmation fonctionnelle que vous devez peut-être déjà connaître, qui sont map, filter et radius. Allez, c'est parti pour l'introduction. Donc le livre est vraiment bien écrit, je le répète, j'insiste dessus. Et l'introduction est très claire et limite l'introduction introduit, c'est normal, tous les concepts vachement importants de manière super claire. La fonctionnation, la programmation fonctionnelle. Bon, grosso modo, c'est l'utilisation de fonctions mathématiques et on évite les side effects. Donc tout est fonction et une fonction, ça a des inputs, ça a des outputs et c'est tout. Donc voilà, donc c'est un style de programmation. Je rentre pas dans le détail. Euh, et ce qu'il faut entendre par effet secondaire, hein, ou effet
side effects, c'est tout ce qui est à côté. Typiquement, lire un fichier, c'est un effet secondaire. Envoyer un email, c'est un effet secondaire. Et donc finalement, c'est compliqué de base par défaut de relier la programmation fonctionnelle avec la programmation logicielle. Voilà, donc c'est ce que je mets là. C'est que le premier problème, c'est que on a besoin en fait des side effects, hein, parce que c'est fait la programmation, donc on veut interagir avec le monde extérieur. On ne peut pas uniquement tout représenter sous forme de fonction. Et donc, ce qu'on va voir, c'est ce que indique le problème numéro 2, c'est qu'on va voir justement comment jongler, comment faire en sorte que nos programmes puissent avoir des effets secondaires, des effets d'à côté, euh, tout en gardant l'aspect pratique de la programmation fonctionnelle. Voilà. Et dans ce livre-là, donc c'est pas du tout un livre sur la théorie de la programmation fonctionnelle, c'est vraiment des bonnes pratiques, vraiment pour démarrer la programmation fonctionnelle. Lisez ce livre-là, ça vous donnera les premiers éléments basiques, mais au moins avoir les idées claires. Il y a trois concepts plutôt qui sont très importants. Donc, ce sont les actions, les calculs et les données. Donc là, on a une série d'exemples, hein, de choses. Donc le premier élément, on a un objet avec des clés first name, last name et les valeurs Eric Normand. Ça, c'est des informations sur une personne. Ensuite, on a une étoile. On a un appel d'une fonction ou la signature d'une fonction send email avec 4 paramètres. On a ensuite une fonction somme qui prend en paramètre un tableau de nombres. On a une autre fonction saveUserDB qui prend en paramètre un user. Donc on imagine que ça va sauvegarder dans une DB externe un utilisateur. Fonction strings length qui va, on suppose, mesurer la longueur d'une string. GetCurrentTime, on imagine que ça va renvoyer le temps actuel. Et ensuite on a un tableau de nombres. On va justement essayer de les distinguer. Je pense que vous avez déjà une intuition entre qu'est-ce qui est une donnée pure. Peut-être qu'action et calcul, c'est moins évident. Comme je disais tout à l'heure, non, j'ai rien dit tout à l'heure en fait. Donc je vais continuer tout simplement. Donc les actions, ce sont des actions tout simplement. Et une action va dépendre du moment où elle est appelée, du nombre de fois où elle est appelée. Donc typiquement le plus simple, on va prendre le getCurrentTime. En fonction du moment où vous l'appelez, vous n'aurez pas le même résultat. SaveUserDB, de la même manière, ça va interroger une base de données externe. Donc potentiellement, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Send email, ça va dépendre du moment où vous l'envoyez et surtout c'est que ça va générer des actions externes. Donc le destinataire va recevoir plusieurs emails. Tout le reste, ça ne dépend pas du moment où vous l'appelez. Que ce soit les structures de données qu'on a vues avec l'objet et la liste de nombres ou les deux fonctions somme ou stringlength. Dans la partie en dessous, donc on va différencier les calculs et les données. Donc les calculs, ce sont des fonctions qui font des calculs. Ça prend un input, ça prend un output et ça renvoie. Enfin, ça prend un input, ça fait des calculs et ça renvoie un output. Ça ne dépend de rien d'autre que ça. Et ensuite, on va dire, la donnée brute. Ce sont simplement des faits au bout des événements. Donc là, une fois que vous avez compris comment différencier ces trois catégories, finalement, vous avez accompli une grande partie du chemin. Bon, l'introduction du livre, elle se termine justement par les différences de ce livre par rapport à d'autres livres de programmation fonctionnelle. Rapidement, donc c'est très très pratique. Il y a beaucoup de code, donc c'est du JavaScript pour ce livre-là. Donc vraiment, c'est beaucoup de code, du code qui prend des cas pratiques, réalistes. Donc c'est très intéressant. On va parler pas mal de design logiciel. Ça couvre quand même pas mal de notions de la programmation fonctionnelle. Et surtout, donc, ça parle du JavaScript, mais les concepts qui sont abordés, c'est vraiment indépendant du langage. Voilà pour cette première partie d'introduction. L'introduction en vrai rentre un peu plus dans les détails. Et déjà, en tout cas, moi je sais que ça m'a donné envie et j'ai dévoré la suite à une vitesse incroyable.
Partie numéro 1, action, calcul et data. Donc j'ai présenté le plus important, on va simplement revenir rapidement dessus et comment les différencier avec un vrai exemple. C'est parti pour la première partie. Les actions. Alors là on va prendre un exemple. Donc l'exemple c'est plateforme e-commerce. Et là, si je ne m'abuse, on va commencer par le bas. On a une fonction main euh, qui prend en paramètre des affiliates. Et ensuite, j'imagine que ça génère le paiement de ces affiliés. Affiliate payout, ça va boucler sur ces affiliés et ça va générer le paiement. Et si je garde figure payout, ça prend un affilié. Ça va calculer donc combien on lui doit en prenant donc le total des ventes multiplié par des commissions. Et si on lui doit plus de 100 $, alors on lui envoie un paiement en récupérant son code et le montant. Donc en voyant ça, Jenna, donc c'est un personnage qui nous accompagne tout au long du livre, elle se dit bon bah on n'a qu'une seule action et on a qu'un seul élément qui dépend du monde extérieur. Ce qui peut paraître normal. Sauf qu'en fait pas du tout, puisque faut dire que si une fonction contient une action, finalement ça se propage. Donc figure payout, enfin send payout c'est bien une action, mais du coup figure payout qui appelle send payout l'est aussi, mais du coup affiliate payout qui appelle figure payout également, etc., etc. Donc finalement tous nos codes est une action et on va voir que c'est pas ce qu'on préfère. Je rappelle, hein, les actions, c'est ce qui va dépendre du moment où l'appel ou qui va avoir un impact sur un élément externe, comme une base de données. Les calculs, ce sont des fonctions pures. J'espère ne pas me tromper parce que c'est un mot très, très spécifique en programmation fonctionnelle. Donc, ça prend un input, ça utilise cet input, ça calcule un output et ça ne dépend de rien d'autre. Et enfin, on a les data. Voilà, donc ça, je l'ai évidemment résumé à fond, mais c'est toute une première partie fondamentale du livre. On a trois catégories, les actions, les calculs et les datas. Je pense que j'ai suffisamment répété, vous avez compris. Et l'idée, c'est qu'en programmation fonctionnelle, on va préférer la donnée brute plutôt qu'avoir les calculs. Et après, on va préférer, enfin finalement, on va préférer en dernier les actions, puisque les actions, comme ça dépend d'un élément externe, va falloir, vous savez peut-être un moquer, mettre en place des systèmes assez lourds, alors qu'une fonction, ça va être facile à tester, et les données, ça va être encore plus facile à tester, hein. Donc plus on est proche de la donnée, plus c'est facile à tester, plus on est proche des actions, plus ça va être compliqué à tester. Donc maintenant, du coup, on va voir comment extraire des calculs depuis les fonctions pour rendre notre code plus testable, entre autres. Donc l'exemple, c'est un supermarché en ligne, un e-commerce. Donc on a une page web et en haut à droite, on a notre panier avec le montant total. On a le source code, le code source, pardon. Le source code, il est assez explicite. On a une variable globale shopping cart, une autre variable globale shopping cart total, donc le montant affiché, une première fonction qui va nous permettre d'ajouter un item au panier, qui va simplement en fait jouer sur ajouter cet item à la variable globale shopping cart, et une fonction cal cart total. Et cal cart total, si on la regarde juste en dessous, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle remet la variable globale à 0, elle boucle sur sur la variable shopping cart, et ensuite elle incrémente le total du panier avec le prix du panier, et ensuite elle vient, cette carte totale DOM, elle vient mettre à jour le DOM de la page internet avec ce total là. Ok, bon, jusque là ça va. Vous avez peut-être plein d'optimisations déjà en tête, mais vous allez voir après ce que je vais vous proposer. On a une nouvelle feature à développer. On a la livraison gratuite à faire. Donc là, l'idée, c'est si ça dépasse 20, si le total est le prix que je ne me trompe pas. Donc c'est donc une fonction, donc mettre à jour l'icône de livraison. Donc on récupère les boutons
acheter. Donc c'était, donc, si je reviens derrière, hein, c'est Buy Now là. Pour chaque article, on a un bouton. On récupère les boutons du DOM. Ensuite, des boutons, on récupère l'item et on dit si le prix de l'item, enfin, grosso modo, si on ajoute l'item au panier et que c'est au-dessus de 20, alors on affiche l'icône Free Shipping, sinon on le cache. Ok, ça marche aussi. Donc ce qu'on fait, c'est que dans notre fonction calcart total, on va ajouter cette fonction, tout simplement. On va ajouter une autre fonction qui est donc finalement enfin, ajouter la taxe. Donc là, de la même manière, on crée une fonction update tax DOM. Donc elle vient modifier donc dans la page web fictive le montant taxe et pour ça, ça prend la variable globale shopping cart total et ça multiplie par 10%. Voilà, donc là encore, on doit récupérer les DOM. Georges, c'est un autre personnage du livre, c'est pour ça que vous verrez Georges et Jenna un peu partout. Le problème, c'est que c'est pas, enfin, les deux fonctions qu'on a introduites, elles sont pas facilement testables parce que vous avez vu, à chaque fois, on doit communiquer avec le DOM puisque c'est le DOM qui contient les informations. Et ça, c'est pas forcément pratique. Donc, il faut trouver un moyen de séparer le DOM des règles métiers. Donc, c'est-à-dire le free shipping au-dessus de 20 et les taxes à 10%. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que Georges aimerait faire, c'est supprimer ces variables globales, hein, parce que vous voyez qu'il y en a un peu partout. C'est pas forcément facile à suivre. Jenna, donc notre autre développeuse, elle récupère effectivement le code de mise à jour des icônes de livraison et elle analyse et effectivement elle se rend compte que là il y a beaucoup de DOM, etc. Donc elle suggère en fait les mêmes choses qu'on vient de dire et surtout le fait que notre fonction elle ne renvoie rien. Donc update shipping icons, le seul moyen de vérifier que ça a fonctionné, il faut rescraper le DOM, revérifier, etc. Donc c'est pas forcément évident. Donc elle propose de ne pas dépendre de variables globales, de ne pas récupérer les informations depuis le DOM et de faire en sorte que notre fonction retourne quelque chose. Voilà le petit résumé, grosso modo. Et maintenant, on va faire ça. Donc on a à gauche l'original, donc notre carte totale. Vous voyez, donc on a rajouté la mise à jour de nos icônes de livraison et l'affichage des taxes. Et on va commencer, première étape, par extraire donc la première partie qui n'est pas forcément très claire. On vient dire que la première partie, finalement, ça vient juste calculer le total. Donc on crée une fonction calc total qu'on appelle au-dessus, et on fait un copier-coller. Il n'y a pas plus bête. L'intérêt, c'est que déjà, c'est un peu plus clair dans notre fonction calcart total. On voit quatre actions successives. On vient pas enfin, on n'est pas distrait, on va dire, par le détail d'une boucle. La deuxième étape, ça va être justement de rajouter une variable locale, puisque là, on jouait dans calc total, notre nouvelle fonction, on prenait la variable globale shopping cart total, qui est égale à 0. Et donc ça va pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que shopping cart total, ça va être le résultat de nos fonctions calc total. Et dans calc total, on le met à jour, on initialise, enfin on met pas le total du panier à 0 au début, mais du coup maintenant on met une variable locale totale, et c'est elle qu'on vient incrémenter, et c'est elle qu'on retourne. Et de cette manière, donc cal total ne dépend plus de la variable globale shopping cart total. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc, bien évidemment, je pense que vous l'avez vu venir, shopping cart donc une variable qui est l'autre variable globale est aussi utilisée dans le calque total. Donc, on va essayer d'enlever cette variable globale et de la remplacer par un paramètre, enfin la passer en argument de la fonction. Donc, c'est ce qu'on fait dans le calque total en bas à droite. On vient du coup injecter la variable carte et c'est sur elle qu'on va boucler. Du coup, là en haut, donc dans calque carte total ici, on a une fonction, on a une ligne qui est beaucoup plus facile à tester. Et on se rend compte que calque total ne dépend pas du DOM, ne dépend pas d'une variable globale. Et du coup, on a transformé calque total, qui était une action, en calcul. Et ça, c'est plutôt cool. Donc avec ces opérations, on fait la même chose sur la partie tax DOM
et comment extraire du DOM. Enfin, je passe pas en détail, hein, le livre rentre vraiment, enfin précise toutes les différentes étapes sur tous les éléments. Mais du coup, avec ça, on a répondu aux problèmes, enfin, aux préoccupations de George et Jenna. Donc si je résume cette première partie, vous voyez que finalement, on est passé assez rapidement dessus, mais c'était super important. Les actions, elles ont pardon, souvent des inputs et des outputs implicites, des variables globales, le DOM ou un système externe. Les calculs, eux, il n'y a rien d'implicite, tout est explicite. Ce qui est en input, c'est les arguments, ce qui est en output, c'est le résultat. Les variables globales, bah, vous l'avez vu, hein, c'est typiquement le input, enfin, c'est les éléments implicites. Et voilà, et ensuite la deuxième partie, c'est ce que je viens de dire. Donc les arguments vont remplacer les inputs implicites et les valeurs retournées vont remplacer les outputs implicites. Deuxième sous-partie, on va parler de design et le fait que bah, finalement faire un bon design, c'est justement écarter les choses et faire en sorte que les choses soient rangées, chaque chose à sa place et les hippopotames seront bien gardés. Donc on est toujours sur la livraison gratuite et on a Kim, un nouveau personnage, euh, qui regarde la fonction et qui voit que getFreeShipping, c'est une méthode qui va récupérer le total de la commande et le prix du nouvel item. Et on somme les deux et on regarde si c'est supérieur à 20. Et en fait, si on regarde un peu plus loin dans notre code, on a calque total, qu'on a écrit tout à l'heure, qui, d'une manière ou d'une autre, fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va calculer le total en ajoutant le prix d'un item au prix du panier. Donc finalement, c'est un code un peu légèrement dupliqué et c'est pas forcément idéal. Premier point. Le deuxième point, c'est que d'un point de vue métier, savoir si on a la livraison gratuite, c'est bizarre de se poser la question quel est le total plus le prix. En général, est-ce qu'on va voir juste après? Nous, ce qu'on veut, c'est quel est mon panier actuel et est-ce que j'ai la livraison gratuite? Et donc ça répond plus à la question, voilà, est-ce que j'ai la livraison gratuite? Donc on va transformer la signature de notre fonction comme ça. Euh, à droite, là, il y a un petit encart, hein, sur le code Smail. Vous avez sûrement déjà entendu parler, un code Smail, c'est justement quelque chose qui sent pas très bon. J'aimais bien ce graphique là, qui est présenté dans le livre, qui illustre bien le fait que si on a des inputs et des outputs qui sont implicites, bah, en fait, on vient serrer, on vient mettre de manière dure les dépendances entre un élément au centre et d'autres éléments sur les côtés. Alors que si on utilise des inputs et des outputs explicites, bah, finalement, on ajoute beaucoup de flexibilité et on a beaucoup moins cette dépendance. Euh, donc là, voilà, donc on revient sur la réduction des inputs et des outputs implicites. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là, de la même manière que tout à l'heure, hein, ici on a une fonction apparemment qui récupère une variable globale et on vient changer par une variable locale et comme elle n'est pas disponible dans la fonction, bah, il faut que la fonction qui appelle l'autre fonction la récupère en tant qu'argument. Et du coup, on vient rendre cet élément, enfin cette partie-là en tout cas, plus testable. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il revient très régulièrement sur le même concept. Il insiste bien, c'est qu'il aborde un nouveau concept, il l'explique et puis en même temps, il rappelle l'ancien. Donc sur la partie du design, donc le but, hein, c'est que on mette de côté, enfin qu'on range les choses. Il faut que ce soit plus simple à réutiliser. Donc l'idée, c'est d'avoir des fonctions qui sont plus petites, plus simples, car comme ça, on va pouvoir les utiliser plus facilement et surtout les débugger plus facilement, hein, c'est la deuxième partie. C'est plus simple à comprendre et à maintenir, il y a moins de code, donc forcément moins de chances qu'il y ait de bugs. Et finalement, c'est plus facile à tester, des fonctions plus petites sont plus facilement testables. Et après, il faut simplement combiner des choses petites en choses moyennes, etc. Voilà pour ce résumé, hein. Enfin, je suis passé très rapidement sur cette partie design, mais ce qu'il faut retenir, c'est des fonctions petites. Donc, enlever pardon, tout ce qui est implicite et les remplacer par des choses explicites et faire des choses simples, simples, simples. Une fonction, une seule responsabilité, pardon. Principe de KISS, keep it stupid simple.
pour que les fonctions soient plus simples à réutiliser, plus simples à maintenir et plus simples à tester. Il y a une deuxième partie très intéressante du livre qui est sur l'immutabilité, hein, qui est un concept fondamental en programmation fonctionnelle. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais enfin, je vous invite à le faire. Je vais passer très rapidement. L'idée, c'est qu'on n'ait que des données immutables, parce qu'une donnée mutable, c'est quelque chose qui va changer, et donc qui va forcer, enfin, qui du coup est beaucoup plus dur à manipuler. Et en programmation fonctionnelle, on aime bien, on appelle quelque chose une fois, enfin plusieurs fois, on a toujours le même résultat. Et forcément, si une donnée est mutable, on n'aura pas la même information en fonction du moment où on l'appelle. Donc il y a différentes méthodologies qui permettent d'ajouter de l'immutabilité dans votre code, copy on write, qui explique, donc c'est simplement dès que vous récupérez une donnée, en fait vous la copiez d'une certaine manière pour la garder immutable. Et donc ensuite il y a toute une partie qui décrit bien la copie défensive. C'est vous, quand vous allez écrire du code, vous ne maîtrisez pas l'ensemble du code et vous n'allez pas partir à un refactoring complet. Donc il y a un concept de safe zone où en fait, dans notre safe zone, c'est nous qui codons, donc on va pouvoir mettre en place cette immutabilité. Et par contre, dès qu'on va devoir communiquer avec l'extérieur, il va falloir se prémunir des problèmes de mutabilité des données qui rentrent, mais également des données qui sortent, puisque c'est une zone entre guillemets, à laquelle on ne fait pas confiance. Voilà, donc là, c'est un petit graphique qui montre ça. Donc l'idée, c'est qu'on a un code qui n'est pas cru, dans lequel on n'a pas confiance plutôt, rien à voir avec les choux-fleurs ou la carotte. Ça rentre dans la safe zone, on fait une opération et ensuite on fait une copie profonde de ça et on peut le faire sortir si besoin. Donc la copie défensive, c'est tout ce qui... vous copiez vos données qui rentrent, vous copiez les données qui sortent. Encore une fois, l'immutabilité, voilà, c'est très bien décrit dans le livre, mais je trouvais qu'il y avait d'autres sujets qui valaient la peine d'en parler. On va parler maintenant du coup de design stratifié. Le design stratifié. Donc là, on a un exemple. L'idée, c'est d'avoir ces différentes couches euh, qui représentent finalement le niveau d'abstraction. Donc la première couche, la plus haute, c'est la couche métier. Donc on va avoir des choses que le métier va comprendre. Quel est le montant des impôts du panier et est-ce qu'on a la livraison gratuite. Ensuite, une couche en dessous, on va avoir des calculs qui sont faits sur le panier. Supprimer un item, calculer le total du panier, ajouter un item, modifier le prix en fonction du nom. En dessous de ça, on va avoir donc, des fonctions pour nous aider à avoir l'immutabilité. C'est les fameux copy on write. Et en dessous de ça, on va avoir les fonctions de base de JavaScript, donc les fonctions de manipulation de listes, de tableaux. Et en fait, en visualisant votre code comme ça, ça fait beaucoup plus clair. Et l'idée surtout, c'est d'éviter le grand écart, c'est-à-dire d'éviter que CartTax appelle directement une fonction qui est beaucoup plus bas dans la couche. Ça va ajouter du bruit et ça va pas rendre le code très lisible. Il y a 4 éléments importants dans le design stratifié qu'on va passer en revue. Le premier, c'est l'implémentation straightforward. La deuxième, c'est la barrière d'abstraction. Troisième, c'est l'interface minimale. Et la quatrième, c'est le fait d'avoir des couches confortables. Premier pattern, donc l'implémentation straightforward. On va voir ça. Donc là, on a une fonction freeTypeClip. Donc je sais, bon, c'est en grosso modo, on peut avoir un taille gratuit. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on peut avoir un taille gratuit si on n'a pas mis dans notre panier. Donc c'est ça, on boucle. Donc là, en fait, on boucle sur le panier. Si le nom est taille, on met à jour le booléen. Si taille clip, on fait la même chose. Et si il
il a un taille, il n'a pas une taille clip, c'est ça, pardon. S'il a un taille et qu'il n'a pas de taille clip, alors on lui ajoute un, on crée un taille clip au prix de 0 et on l'ajoute au panier. Voilà. Et donc là, ce que dit effectivement Jenna, c'est que bah, l'implémentation n'est pas forcément évidente et à chaque fois qu'on vient intervenir, on en a peur de casser quelque chose. Donc le but, c'est de retravailler ce bout de code pour que ce soit plus maintenable. Et donc là, en fait, on va bah, justement essayer d'avoir une implémentation différente. Déjà, la première partie qui est très détaillée, on vient la changer, on vient créer une fonction isInCart. Donc, ça va nous simplifier la vie. Vous voyez qu'à droite, la nouvelle implémentation, has_taille_clip, c'est est-ce que dans le cart on a taille, est-ce que dans le cart on a taille clip, tout simplement. Ne me parlez pas d'optimisation parce que le panier ne va pas faire des millions et des millions d'items. Donc, faire parcourir 2 fois le panier, c'est largement acceptable. Là, du coup, bah, si on décompose en fait notre fonction à droite, la free_taille_clip, notre fonction initiale, on voit hein, qu'on avait un parcours, on récupérait un élément d'une liste à partir d'un index, on avait une boucle for, on avait le make item et le add item. Et donc on venait finalement, la même fonction venait mélanger des, des fonctions de couches différentes. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a. Donc là, on en remet entre guillemets les différents éléments. Euh, Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est bah, de dire que FreeTypeClip, c'est relativement haut en abstraction, donc il faut que ça n'appelle que des fonctions qui sont. Faut pas que ça appelle des fonctions du langage. Donc, il faut enlever les éléments qui parlaient de listes en JavaScript, de tableaux en JavaScript. Et donc, c'est ce qu'on fait là, puisque on a avec la fonction isInCart, finalement, on n'a que des choses qui sont, qui sont du même domaine. Et si on prend un peu de recul, donc là je rentre pas en détail, mais dans le livre, on voit en revue chacun des éléments, donc c'est vraiment mine d'or ce livre. Et donc on voit que FreeTypeClip, c'est un règle métier qui va appeler les éléments pas trop loin dans la couche, hein. On voit quand même que makeItem, c'est la troisième couche plus bas. Et ça, évidemment, ça va être à vous de jauger à chaque fois. Le but, c'est pas simplement de ramener des couches qui contiennent pas grand-chose comme information, mais il faut que ça reste compréhensible. On voit typiquement que CarTax, ça, voilà, ça consomme le calcul des taxes et le calcul du total. Encore une fois, c'est pas exactement sur la même couche, mais c'est acceptable. Ensuite, on a un autre exemple, je pense. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Un remove item by name. Donc là, c'est pareil, hein, pour enlever un item, on avait une boucle for. Et donc, le but, c'est d'extraire cette boucle. On vient récupérer l'item, l'indice, pardon. Voilà, on récupère l'indice et comme ça, on n'a plus cette boucle for. Et la fonction remove item by name est quand même beaucoup plus simple à lire et donc à maintenir. Voilà, donc pour résumer donc cette première partie sur le stratified design, le but c'est d'organiser son code en couches d'abstraction différentes et donc chaque couche va forcément nous aider à ne pas prendre en compte les détails de la couche inférieure. Premier pattern de ce stratified design, c'est le straightforward implementation. Donc l'idée, bah, c'est simplement quand vous lisez la signature de la fonction, vous comprenez ce que ça fait et surtout vous le comprenez avec le bon niveau d'abstraction. S'il y a trop de détails, c'est ce qu'on a vu avec les boucles for notamment dans une fonction qui est très abstraite, là, finalement c'est qu'il y a quelque chose qui sent pas bon. Le but, enfin plutôt l'objectif, c'est d'améliorer la structure des couches en structurant et en faisant des différents niveaux d'abstraction. Et après, plus une couche est basse, plus elle va être réutilisable, hein, puisqu'elle va dépendre de moins de choses. Et à l'inverse, plus une couche est haute, plus elle va avoir de dépendance et moins elle va être réutilisable. Deuxième pattern, c'est la barrière d'abstraction. La barrière d'abstraction, c'est en fait un jeu de responsabilité. Dans le livre, je prends l'exemple d'une équipe marketing et l'équipe de développeurs. Donc, on imagine que l'équipe marketing a quand même des développeurs, hein, puisqu'on parle de fonctions. Mais en fait, c'est de dire bah, l'équipe marketing, en fait, elle va avoir accès uniquement à tout ce qu'il y a d'un certain côté de cette barrière.
Et l'équipe développeur ne va s'occuper que de ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Et ça permet finalement d'avoir une sorte d'API, de limiter les responsabilités. Donc là, si on prend l'équipe marketing, pour calculer la taxe, elle crée une fonction carte taxe, et pour ça, elle va s'appuyer sur calc taxe et calque total. Mais elle a aussi à sa disposition, elle a aussi développé EasyCart. Pardon, j'ai une bêtise. Ce qui est sur la barrière, c'est la responsabilité de l'équipe de dev. L'équipe de dev met en place cette barrière avec les fonctions. Et comme ça, l'équipe marketing peut soit développer une couche supplémentaire, comme CarTax ou Get Free Shipping, qui va consommer calque total. Mais l'équipe marketing ne sait pas comment calque total est implémenté. Et d'ailleurs, l'équipe marketing ne sait même pas ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Elle ne sait pas ce que Add et les Last existent. Donc, voilà, c'est une boîte à outils qu'on met à disposition. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, voilà, donc l'idée c'est que typiquement le marketing, il s'en fiche de la structure de la donnée. Lui, ce qu'il veut, c'est des choses pour prendre des décisions. Voilà, donc la barrière, c'est pour déléguer les responsabilités et cacher les implémentations. Et de la même manière, hein, c'est symétrique. Les devs ne savent pas comment les marketing développent enfin par défaut, développent la partie pour calculer les taxes. La première fonction, là, carte taxe, eux, ils s'en fichent. Eux, on leur a dit, donnez-nous une fonction qui calcule le total, une autre qui calcule les taxes, et nous, on se débrouille pour faire nos métafonctions. Donc pour le marketing, il faut le nom des fonctions fasse sens. Et eux, ils veulent écrire du code, faire des boucles forts, entre guillemets, ils ne savent pas faire et ils n'en veulent pas. Euh, et les devs, il faut qu'ils puissent continuer à avancer, à améliorer les performances ou autres, sans ralentir le marketing, sans tout réinventer à chaque fois. Et surtout, il ne faut pas que quand ils font un big change, un gros changement dans leur implémentation, idéalement, il faut qu'ils aient même pas besoin de le dire à l'équipe marketing. C'est ça le concept de déléguer les responsabilités. J'imagine que vous retrouvez plein d'éléments que vous avez déjà entendus sur d'autres bonnes pratiques du développement. L'idée pour utiliser cette couche, cette barrière d'abstraction, c'est faciliter les changements d'implémentation, faire en sorte que le code est plus lisible à écrire et à lire, améliorer la coordination entre les équipes, et surtout, c'est que chaque fonction permet de se concentrer sur un problème à la fois. Troisième pattern de notre Stratified Design, l'interface minimale. Donc là, on a un exemple avec le Chief Marketing Officer. Si le total du panier est supérieur à 100 dollars et que le panier contient une montre, alors on a 10% de discount. Donc voilà, donc là, il faut qu'on implémente ça. Et forcément, il veut qu'on fasse pour mardi. Bon, manque de bol, on est mardi. La question c'est, ok, on va faire ça. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met en loin, en haut de la barrière ou est-ce qu'on le met au niveau de la barrière? Est-ce qu'on laisse l'équipe marketing faire ça ou est-ce qu'on demande au dev de le faire? Deux choix. Premier choix, donc on le met dans la barrière, donc pour l'équipe dev. Avec ça, on va accéder du coup au panier, enfin à la structure de données du panier. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, quand on est dans la barrière, on ne peut pas appeler les autres fonctions de la barrière. Euh, ça poserait des problèmes. Donc là, du coup, on a le premier cas, donc évidemment avec une boucle for, etc. Le deuxième cas, c'est au-dessus de la barrière. Donc du coup, on n'a pas accès à la structure de données. Il faut qu'on utilise uniquement les fonctions qui sont dans la barrière. Et donc là, on utilise calc total, EasyCart, et c'est tout. Et on vérifie, EasyCart et calc total sont bien sur la barrière. Donc ça serait dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous préférez au-dessus ou en bas? Donc du coup, le premier choix, en faisant partie de la barrière, il est plus bas niveau, l'équipe dev aura besoin de le maintenir et le marketing aura besoin de parler aux devs, de dire ah, en fait, c'est plus les montres, c'est les parapluies. Donc, est-ce que vous pouvez mettre à jour votre code? Donc, c'est pas idéal. Donc, le principe de cette interface minimale, c'est que on va préférer écrire des nouvelles features à des niveaux plus hauts pour éviter de modifier les niveaux plus bas. Et voilà, tout simplement. Le code bas niveau est plus dur à comprendre. Et
plus on aura de fonctions au niveau de cette barrière, plus on devra coordonner les équipes. Là, c'était le Chief Marketing Officer. Bah, tu veux une fonction, bah, demande à tes équipes de voir si elles ne peuvent pas déjà le construire elles-mêmes avant d'aller déranger l'équipe de dev. Et donc, plus vous avez une barrière large, bah, plus il faut coordonner les équipes pour la maintenir. Quatrième et dernier pattern du Stratified Design, c'est les couches confortables. Bon, grosso modo, c'est que si on applique à la lettre tout ce qu'on a vu, on va construire plein de couches et au bout d'un moment, après des semaines de travail, vous allez voir qu'il y a des couches qui sont plus utilisées, vous allez vous mélanger les pinceaux. Bon, en fait, ça c'est le pattern numéro 4, c'est être très pragmatique, travailler avec le niveau d'abstraction avec lequel vous êtes à l'aise. Ne soyez pas des, euh, des fanatiques de ces 4 patterns. Vous pouvez faire des compromis. Le but, c'est que ça couvre vos besoins en tant que programmeur et les besoins du business, pas que vous remplissiez les checkbox pour faire plaisir à l'auteur du livre. Et voilà pour donc, cette partie sur les Stratified Design. Donc 4 patterns. Straightforward Implementation. Donc il faut que quand vous lisez une fonction, le problème, la signature représente ce que ça va faire, sans qu'il y ait trop de détails dans le body. Deuxième, barrière d'abstraction. Donc le but, c'est de mettre une barrière d'abstraction entre les différentes équipes et diminuer le niveau de détail pour faciliter la lecture et la capacité mentale pour penser aux problèmes au bon niveau. Interface minimale, c'est du coup justement d'avoir une interface la plus petite possible pour éviter une trop grosse coordination des équipes. Et bien évidemment, le confort, ne suivez pas ça à la lettre, faites comme ça vous arrange, gardez ça en tête, essayez de l'appliquer dans la mesure du possible, mais le but, c'est que vous puissiez coder de manière efficace. Un autre point qui est intéressant, c'est, maintenant qu'on a vu comment organiser son code, c'est qu'est-ce qu'on vient tester en fonction de la fréquentation du changement. Donc on voit que donc là on a notre code qui est organisé, donc, un bloc c'est une fonction. Euh, En haut on va voir toutes nos fonctions business qui vont changer très régulièrement. Et finalement en bas on va voir nos fonctions proches, bas niveau, proches du langage qui vont changer assez peu souvent. Donc l'idée, c'est évidemment de venir en priorité tester le bas niveau parce que ça change assez peu souvent. Donc si ça change peu souvent, les tests n'ont pas besoin d'être mis à jour. Et à l'inverse, si vous venez mettre des tests sur le haut niveau, enfin trop de tests, il va falloir, quand on fait des changements, mettre à jour ces tests. Donc c'est pas forcément idéal. Euh, Là, il y a quelques règles qui sont intéressantes qu'il évoque par rapport, enfin, au vu du design qu'on a vu juste avant. Le premier, c'est la maintenabilité. Euh, Moins on a de fonctions sur le chemin, plus ça va être facile à tester. Donc là, vous voyez que A, c'est plus facile à changer que B, puisqu'il y a moins de dépendance. A n'a des impacts que sur C, alors que B a deux niveaux, enfin deux fonctions, une fonction qui elle-même dépend d'une autre fonction. Euh, ouais, et du coup, C, c'est plus facile à changer parce qu'il n'y a personne qui l'appelle. Mais potentiellement, comme on a vu, c'est celle qui va être le plus amenée à changer. Donc pas forcément la plus importante à tester. Mais c'est pas le sujet puisque là on parle de maintenabilité. Euh, donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est mettez le code qui change le plus souvent en haut. Testabilité, donc j'en parlais. Euh, Plus une fonction est en bas, plus ça va être intéressant de la tester. Donc là, c'est plus intéressant de tester B, puisqu'il y a plus de code qui dépend d'elle que A. Et évidemment, la fonction la moins intéressante, c'est C à tester. Et la réutilisabilité, c'est que moins une fonction a de fonctions sous elle, plus elle est réutilisable. Euh, A et B sont à peu près, sont réutilisables de la même manière puisqu'il n'y a personne en dessous d'elle, alors que C est la moins réutilisable puisqu'elle a 3 fonctions. Enfin, oui, elle a 2 niveaux de fonctions en dessous d'elle. Le niveau où il y a B et les fonctions intermédiaires. Donc voilà, donc pour résumer, bon, il y avait résumé je ne reviens pas à abstraction de barrière, minimal interface et confort. Et surtout, c'est que toutes ces fonctions elles vont émerger dans un graphe. Et le but, c'est à partir de la position d'une fonction dans un graphe, vous allez pouvoir déterminer dans quelle mesure elle est testable, maintenable et réutilisable. On vient de finir la première partie.
45 minutes à peu près. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Donc on a vu l'introduction. Là, sur cette première partie, on a fait un focus sur les actions et notamment comment on va extraire des calculs dans les actions pour qu'on ait plus de calculs et donc qu'on puisse plus tester notre code. On a parlé de design, on a parlé légèrement d'immutabilité, et là on a fait un focus quand même sur le Stratified Design qui permet de voir comment notre code est organisé et de prendre des actions par rapport à ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On retrouvera la suite très prochainement dans une vidéo qui arrivera sous peu. Je vous en dis pas plus et je vous dis à très vite.